got the suit. Number 1. Dobrze będzie. Les 7e championnats de pêche au leurre en bateau se sont déroulés sur le lac du Bourget en octobre 2014. Nous avons pu suivre les membres de l'équipe de France lors de leur préparation et durant l'épreuve. Voici comment ils ont décroché la médaille d'argent. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Là en fait je suis en train d'installer les échosondeurs sur le bateau. Donc c'est des petites machines qui nous servent bien, qui nous simplifient un petit peu la tâche. Alors au-delà de voir s'il y a des poissons sous le bateau, ça nous a permis précédemment déjà de balayer un petit peu le lac en navigation et de constituer une cartographie des fonds. Nous retrouvons Frédéric Lopin lors de ses phases de repérage et d'entraînement sur le lac l'été précédant la compétition. Pour toi, les brochets se situent où? Sur quel type de poste et qu'est-ce que tu recherches en priorité? Là pour l'instant on ne sait pas trop où ils se situent, donc là moi je suis en phase de recherche, donc en fait là si tu veux on se situe à l'entrée d'une baie et ce qu'il y a de caractéristique, ce qu'on a remarqué c'est que tu vois le cassant là il n'est pas régulier, donc il fait un arrondi, là il y a un creux, là ça repart sur une pointe, il y a une pointe derrière. Donc on va essayer de peigner un petit peu tout ce relief là et puis pour essayer de voir où on prend des touches. Et voir s'ils se tiennent à un endroit caractéristique sur un cassant pentu, sur un cassant plutôt plus progressif, dans un renfoncement ou carrément sur la pointe. Voilà, le but c'est de comprendre un petit peu comment les poissons ils se positionnent par rapport au relief. Et puis alors le but là c'est peigner, varier les techniques, varier les leurres, et ce qui va nous renseigner c'est que dès qu'on va avoir une touche, on va avoir un paramètre de bon. Et le but du jeu, ça va être de mettre un maximum de paramètres en phase. Donc pour trouver le type de poste où ils se tiennent, la profondeur, et l'animation qu'ils veulent, la taille du leurre, le coloris, la vibration, enfin voilà, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va faire la différence ou pas. Le but, c'est de valider ou non des postes que j'ai pointés précédemment. En fait, j'ai mis des points GPS à des endroits où le cassant du lac, donc le relief du lac, présentait des caractéristiques particulières. Et donc ça, c'était un travail précédent où j'ai fait que naviguer, j'ai observé, j'ai regardé ce qui se passe à l'échosondeur. Et là, j'ai pointé tout ce qui potentiellement pourrait abriter du poisson. Et là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de repasser partout sur ces zones qui ont été choisies et puis d'essayer de les valider. Donc pour les valider, voilà, je fais tourner les leurres dessus pour essayer de trouver, d'avoir des touches. Et les touches, c'est ce qui va vraiment m'enseigner. Dès que je vais avoir une touche sur un poste, donc c'est déjà qu'il y a la présence de poissons. Et puis après, ça me donne des indices sur comment les prendre. Donc en fonction des leurres et des touches, ça va être des renseignements sur la taille, la couleur, la vibration, l'animation, le grammage de la tête plombée. Voilà, tout un tas de choses qui font qu'au bout d'un moment, toutes les touches cumulées, donc tous ces petits indices cumulés, ça va me permettre de définir ce qu'on appelle le pattern, c'est-à-dire moi de choisir un type de leurre, un coloris, une vibration, une animation. Et après, le jour de la compétition, on va pêcher quasi exclusivement qu'avec ce pattern, donc ce schéma de pêche. Quels sont les leurres que tu utilises sur ce type de plan d'eau?
Alors sur les lacs alpins, en fait, j'utilise quasi exclusivement des leurres souples. Alors pourquoi des leurres souples? Parce que tout simplement, on pêche des postes qui sont très profonds. En général, les lacs alpins sont faits avec une grande cassure, les poissons se situent dans cette cassure. Et la plupart du temps, alors c'est pas tout le temps vrai, mais la plupart du temps dans la saison, on trouve les poissons entre 10 et 15 mètres. Donc pour aller pêcher correctement entre 10 et 15 mètres, la meilleure des solutions c'est d'utiliser un leurre souple. Donc voilà, j'utilise ce genre de leurre. Donc voilà, donc ils sont armés avec une tête plombée, hein, dont le poids varie en fonction de la taille du leurre, de la profondeur à laquelle on veut pêcher, puis la vitesse à laquelle on veut descendre le leurre. Et puis après, ensuite, le leurre souple, le choix se fait en fonction déjà de la taille, du coloris, et puis aussi de la caudale, donc la vibration qu'on souhaite avoir pour le leurre. Voilà, poisson tout juste maillé. Donc là ça commence à compter, même si on espère en prendre des plus gros. Voilà, on va lui rendre sa liberté. Hop, il repasse. Suivant. Pour nous, l'organisation des 7e championnats du monde de pêche des carnassiers en bateau au leurre artificiel à Aix-les-Bains est une double opportunité. La première opportunité, c'est déjà de rappeler notre existence, de faire connaître davantage le groupement carnassier auprès de la population des pêcheurs. Et puis, il s'agissait aussi d'une excellente opportunité pour avoir une relative bonne chance d'être bien positionné dans un classement mondial. Effectivement, nous avons dans notre sélection française un grand nombre de pêcheurs qui sont issus de Rhône-Alpes d'une manière générale et en particulier de tout ce bassin autour du lac du Bourget. Ça nous donne quand même un atout certain sur des nations qui sont lointaines. C'était pour nous ce moment précis qu'il s'agissait d'exploiter au mieux. Pour ce 7e championnat du monde de pêche en bateau, nous avons 16 équipes, ce qui est un très bon score. Je crois que c'est la première fois qu'on atteint un nombre aussi important, peut-être l'attrait justement du lac et l'intérêt croissant des nations sur ce type de championnat sportif. Les plus caractéristiques, on pourrait citer par exemple l'Afrique du Sud, qui est quand même particulièrement éloignée. Mais on a aussi tous nos voisins européens de l'Europe de l'Est, et on a aussi la Russie et l'Ukraine qui sont là ensemble. Nous avons la Roumanie, la Pologne, mais aussi nos voisins anglais et irlandais. Quelques absents, bien sûr, mais bon, 16 nations, c'est déjà pas mal. Et ça fera un beau champion. Pour ce qui concerne la population piscicole, elle est assez variée. On trouve tous les poissons communs ordinairement dans les eaux douces, mais plus particulièrement un prédateur célèbre, le brochet, qui est en grand nombre dans le lac et avec des beaux spécimens, la perche, et également le sande dans des quantités moindres. Mais ce sont les 3 poissons qui sont retenus pour les championnats du monde, ce sont les 3 poissons qui sont comptabilisés. Les carnassiers sont nombreux, mais les pêcheurs locaux cherchent également les corégones, poissons mythiques de ces lacs alpins. Pour cette première journée d'entraînement, nos pêcheurs français ont mixé les duos. David Menteur et Sylvain Legendre sont sur le même bateau et Frédéric Lopin et Gaël Even partent de leur côté. Le but est de renforcer les liens existants entre tous ces pêcheurs et que chacun apprenne aux côtés des autres. Les techniques de pêche et les leurres sont testées une dernière fois avant le grand jour.
Les 4 compétiteurs vérifient si les postes repérés abritent toujours de beaux brochets. À l'issue de la journée, toutes les équipes regagnent le port. Le lac du Bourget est immense, 18 km de long, 44 km² de superficie. Les nations étrangères ont-elles trouvé de bons secteurs? Premières impressions? Bah écoute, on a vu 2-3 choses. On verra, on va attendre demain pour dire un avis définitif sur ce qui pourrait se passer. Confiant? On verra, ouais, on va valider tout ce qu'on voulait valider. Habiter là, c'est un atout pour nous puisque la pêche est un petit peu particulière comparée aux pêches en fleuve, en lac, en rivière, à peu près partout en Europe. C'est-à-dire qu'on a un biotope vraiment particulier avec de l'eau très claire, profond, et puis avec pas mal de fourrage. Donc ça différencie un petit peu les lacs alpins du reste de la planète brochée. Donc oui, le fait de bien connaître ces lacs et leur biotope si particulier, c'est quand même un avantage. Alors l'équipement en général joue un rôle important, au-delà des cannes et des moulinets, parce qu'on a quand même des grands espaces, donc on a besoin de se déplacer vite. Ça implique un bateau relativement puissant. Alors, au moins pour ce type de championnat. Après, pour la pêche loisir, évidemment, n'importe quel bateau convient, mais c'est vrai qu'on s'adapte à l'environnement dans son ensemble. Donc il faut pouvoir se déplacer vite, il faut être capable de détecter les poissons et le fourrage, donc il faut un minimum d'électronique, donc des échosondeurs. Et puis après, au niveau du matériel en lui-même, que ce soit canne ou moulinet, c'est pas très spécifique, on pêche avec des cannes casting, plutôt plus longues que sur les petits biotopes, comme la rivière ou l'étang, puisqu'on pêche souvent assez profond et assez loin du bateau. Donc on a besoin d'un bras de levier important, à la fois pour lancer loin et à la fois pour ferrer efficacement et combattre efficacement les poissons. Alors, c'est vrai qu'il y a une population assez importante de brochets sur au moins les 3 grands lacs alpins que tout le monde connaît autour d'ici, le Bourget, Annecy et le Léman. C'est des milieux qui leur conviennent particulièrement bien, notamment parce que l'eau est claire. Le brochet, c'est un poisson qui est à l'aise dans l'eau claire, qui chasse à vue notamment, donc c'est des poissons qui se développent vraiment bien. En plus, c'est des lacs qui ne marnent pas, c'est des lacs naturels, donc il n'y a pas de variation de niveau d'eau, donc les frayères sont jamais à sec. Il y a un support de ponte qui est permanent, qui reste toute l'année, y compris en hiver. Donc en hiver, il y a quand même des supports de ponte, notamment des herbiers, assez profonds, dans les 4, 5, 6 mètres, 7 mètres, et les brochets frais dessus. Donc ils ont des conditions de frais optimales, des conditions de chasse optimales, et puis des milieux qui sont grands, des grands espaces. Donc ça, effectivement, on a un développement du brochet qui est assez important pour le bonheur des pêcheurs au leurre. Bonjour à tous, je vais me présenter à vous. Je suis Fred Marr, le manager de l'équipe de France. Donc j'ai 46 ans, je suis originaire du Sud-Ouest. Ça fait plusieurs années que je fais des compétitions de pêche des carnassiers en bateau. Et je suis également entraîneur de rugby depuis des années. Donc grâce à ça, j'essaye de véhiculer quelques valeurs qui, jusqu'à présent, dans un esprit collectif, n'existaient pas dans le monde de la pêche. Au niveau de la mission qui m'est confiée par le GN Carla pour l'équipe de France, donc c'est déjà de trouver des pêcheurs au fort potentiel technique par rapport aux lieux qui vont accueillir les championnats du monde. Donc avec l'expérience, je connais quand même déjà beaucoup de pêcheurs. Au niveau de la sélection pour ces championnats du monde de pêche du brochet, on a commencé à créer un groupe de travail avec un grand nombre de pêcheurs qui sont originaires au plus près du lieu où va avoir lieu la compétition, c'est-à-dire Aix-les-Bains. Ce que j'essaye vraiment de transmettre, j'insiste là-dessus, c'est cet état d'esprit dans le partage. Certains d'entre eux sont plus forts sur certaines techniques, plus forts dans la connaissance du lac, plus forts dans la connaissance de ce qui peut être matériel électronique embarqué, dans la connaissance des spots. Tout ça, ça doit être mis sur la table et c'est la condition sine qua non d'un esprit d'équipe. Donc moi, je me pose en garant de ça. La stratégie qu'on va adopter, c'est simple et ça sera la même pour toutes les équipes, c'est de tirer le maximum de potentiel des informations qu'on aura eues avant pendant le travail de préparation et de savoir à quel moment tel poste avec telle leurre, telle couleur, telle profondeur va être le plus rentable et à nous de pouvoir, sur les deux équipes, exploiter l'ensemble des postes qu'on a reconnus par rapport à, on quadrille le lac si vous voulez, donc forcément les deux équipes ne pêcheront pas les mêmes spots.
On a reconnu plusieurs spots qui sont pratiquement connus de tout le monde et d'autres qui ne... Enfin, quand tu veux dire inconnus, c'est pas vrai, mais qui sont moins exploités. Et donc on se dit que éventuellement, à certaines périodes de la journée, des postes avec des poissons moins sollicités peuvent rendre les captures plus faciles. Donc à nous d'identifier ces postes et de pouvoir exploiter chaque endroit au mieux. En sachant que la concurrence sur un championnat comme ça est énorme, que des nations comme, j'en reviens à la Russie, j'en ai parlé plusieurs fois, la Russie, c'est le 7e championnat du monde, ils ont déjà eu 14 médailles, que carnassiers. Nous on a fait un, on a 0 médaille. Donc l'humilité dans un événement sportif, c'est de se dire que ces nations-là sont des grandes nations de la pêche sportive, que nous, on a 2 ans de recul, ben petit à petit, on va grandir, on apprend au contact de ces gens-là en termes d'organisation, de stratégie, d'approche, d'interprétation du règlement, puisque tous les soirs, il y a les capitaines de telle équipe qui viennent te dire oui mais l'hameçon est à tel endroit, c'est pas normal, il n'est pas accroché à tête plombée parce qu'il y a un règlement assez particulier sur ces championnats du monde. Donc ça aussi c'est des éléments qu'on doit prendre en compte, c'est de l'adversité. Alors c'est plutôt mental ou circonstanciel que par rapport à ce qu'on pourrait rencontrer sur un terrain de rugby, mais ça dénote un état d'esprit où on va chercher assez loin quand même dans les possibilités de nuire au rendement de l'équipe adverse. Voilà, ça fait partie du jeu. Tous les soirs, à l'issue des jours d'entraînement ou des jours de compétition, donc on mange ensemble, on reste ensemble. On a un débriefing non officiel entre nous à table avec des touches ratées, des problèmes de poids sur les têtes plombées, d'armement, tout ça, de l'heure, de positionnement des poissons par rapport au soleil, au vent. Ça, on en parle un peu comme ça. Mais le soir, après la compète, on se retrouve dans la chambre. On a un rétroprojecteur avec la carte du lac. On a fait une bathymétrie, on a repéré les zones de confort des poissons fourrages et on essaye après de valider par rapport aux techniques les postes qu'on a reconnus, de voir à quel moment de la journée ces postes-là peuvent accueillir du poisson fourrage qui pourrait déclencher des attaques de poissons carnassiers, puisque de toute façon ils suivent les poissons fourrages parce qu'ils se nourrissent et c'est tous des poissons opportunistes. Donc c'est d'essayer de coller nos techniques avec le potentiel du lac à un instant T. C'est ce qu'on vient de dire, il ne faut pas qu'on tombe dans la psychose de ces plateaux du sud à jerker dessus, sinon... J'ai bien envie de dire le sud juste pour faire chier Quentin. Ah non, mais moi je m'en contrefiche, tu vois. De toute façon, il faut qu'on le fasse, donc il ne faut pas attaquer tout de suite la plage blanche, il faut le faire un tout petit peu dessus et là ce sera très bien. C'est vrai Il y a cette zone-là. Cette zone-là qui sera... Pas très dessiné en herbier, mais bon, ouais, du poisson des fois. C'est qui la plage blanche? C'est qui? Moi je retournerais bien si le poste est libre en dessous de la casquette de gendarme. Ah non, on a fait aujourd'hui. On a chacun notre top un point de départ. La suite des événements. Vous avez 2 spots. Ça passe vite, hein, il va être tout de suite midi. Vous avez déjà 2 spots à prospecter, 3 même si vous faites la plage blanche. Plus éventuellement, tout dépend si on prend des touches ou pas. Si on prend pas de touches, on traverse pour vérifier si ça marche. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Quentin Dumoutier, j'exerce la profession de chargé d'études en hydrobiologie. J'ai 35 ans. Mon rôle dans l'équipe de France, c'était avant tout d'aider au bon déroulement des entraînements. Donc j'avais un rôle plus ou moins de conseiller scientifique pour l'entraînement. Donc on a ensemble organisé les séances, fait des débriefings sur les résultats et puis surtout j'avais un peu à cœur de leur fournir des éléments sur la connaissance du lac, sur la connaissance de l'écosystème pour qu'ils interprètent correctement leurs résultats et puis ou simplement pour les enrichir sur leur pêche. On a travaillé sur différents points. Le principal c'était l'aspect thermique
parce que la compétition se déroule au mois d'octobre, donc en fin de période estivale. C'est une période charnière au cours de la saison, puisque c'est l'époque où la couche d'eau chaude qui s'était accumulée en surface durant l'été commence à se dissocier, commence à s'épaissir, commence à s'amoindrir. Et ça a des conséquences sur le comportement du fourrage. Et donc je leur ai présenté l'évolution thermique du lac du Bourget sur les dernières années pour voir comment se situait la compétition. Et puis pour du coup anticiper un peu les changements un peu rapides qui peuvent se produire au dernier moment. En l'occurrence, cette année, on a une fin de saison qui est plutôt beau, donc on est resté en conditions quasi estivales et donc les conditions étaient stables. J'ai pu leur présenter également les travaux qui existent sur le lac du Bourget, tels qu'on a beaucoup de résultats de pêche au filet qui sont faites en octobre, des pêches scientifiques qui sont faites en octobre, qui présentent la répartition des poissons, la répartition verticale. On a également obtenu des résultats d'hydroacoustique qui sont faits par l'INRA et qui présentent la répartition de la biomasse de fourrage dans le lac justement au mois d'octobre. Et tout ça, ça a permis de conforter un peu les observations qu'ont les compétiteurs sur leur pêche et puis donc de se persuader qu'on était bien dans la bonne voie à travers des profondeurs de pêche qu'on a sélectionnées, les secteurs qu'on a sélectionnés. Les résultats qu'on a en entraînement qui nous montrent qu'on a plus de résultats sur un secteur que sur un autre, il faut les prendre vraiment en considération et c'est des résultats qui vont être fiables pour les jours suivants, pour les jours de la compétition. On a tendance, quand on pêche le carnassier, à se focaliser sur le comportement du brochet, à essayer d'anticiper ce qu'il fait et finalement c'est rarement au brochet qu'il faut vraiment s'intéresser mais plutôt à ses proies, aux gardons, aux perches. Et ça, c'est quelque chose qui est moins évident parce que les gardons, les perches, en général, on s'y intéresse moins. Donc, est-ce que ça les a aidés? Je l'espère. Après, c'est des compétiteurs qui sont chevronnés, ils n'ont pas besoin de ça. Les bons pêcheurs ont toujours été les gens qui savent analyser ce qu'ils observent. Que ce soit avec des polarisantes, avec un échosondeur ou quand on a la chance de disposer de données autres, c'est de toute façon un point fort. Ce que j'espère surtout, c'est que ça leur a permis de voir un peu la pêche différemment. Alors on s'est préparé pour ce championnat du monde depuis longtemps en fait, à peu près une 6aine de mois. Lors de la sélection, déjà, on avait appris qu'on faisait partie de l'équipe. Donc déjà là, on était heureux de faire partie de cette équipe de France. Et donc pour se préparer, on a fait beaucoup de pré-fishing. On est venu plusieurs fois sur le lac du Bourget. Alors là, on a fait plutôt au début un travail d'équipe, de repérage. On a établi un peu une cartographie de tout le lac. Donc avec tout le système technique qu'on a sur ces bateaux, on a pu échosonder le lac, repérer les cassants, les zones intéressantes. Et après ça, on a pêché sur ces zones et, pour voir si elles étaient productives ou pas, plus ou moins. Et on a regroupé tout ça et essayé vraiment d'établir les zones vraiment intéressantes et où on allait pouvoir faire notre pré-fishing futur et voilà, établir une stratégie. Alors notre stratégie pendant ces 2 jours d'entraînement, c'était donc suite au pré-fishing qu'on avait fait les derniers mois. On a repéré ces zones, donc on allait voir ces zones. Donc déjà on a pêché ces zones pour voir si le poisson était toujours là. On a regardé aussi à l'échosondeur. Mais le principal c'était vraiment de se rassurer sur ces points. Donc on a nos shads qu'on monte. Et là, on avait enlevé l'armement pour pas piquer les poissons, pour les laisser vierges lors du jour J. Donc notre stratégie s'est entre guillemets plus ou moins bien passée. Alors on avait repéré des zones côté nord du lac qui là étaient vraiment productives. Et on avait à peu près une 10aine de points, vraiment précis. Et là, il y a 5-6 points qui nous ont réconfortés. Les autres, il y avait très peu d'activité, très peu de poissons dessus. Voilà, et on a vu aussi quelques poissons sur la partie sud qui, lors des pré-fishing, n'étaient vraiment pas productives, hein, pas du tout. Et là, il semblerait qu'il y a un petit peu d'activité. Voilà. Donc, à nous de faire les bons choix, bonne stratégie demain, quoi. Pour l'instant, ça va aller, mais là, on va tout revoir notre matériel, refaire toutes les têtes de ligne, tous les montages, monter quelques leurres
Et je pense que l'adrénaline, le petit palpitant va monter demain matin, quoi. Voilà. Mais bon, c'est ce qui fait, pourquoi on fait les compètes et pourquoi voilà, c'est ce qui est bon. Ce matin, port du gilet jaune obligatoire, comme demain. Le gilet voiture obligatoire pour tous les commissaires. Par-dessus le gilet. Non, tout en slip. Port obligatoire de la casquette sur la tête. D'accord? Ensuite, pour les départs, on va partir, on va tous se sortir. Tous les A sortent, se mettent en ligne. Les B sortent aussi et se mettent en réserve derrière la ligne des A. C'est clair? Attends, on n'est pas là. Si, on est déjà. Allez, vas-y. Attention pour le départ! 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ils viennent de prendre un 78 là. Sylvain et Gaël. 3 et 3. Donc, c'est bon ça. Donc, Sylvain, 3 poissons maillés, putain, génial. Ok, d'accord. Donc, on a un 78 pour Sylvain et Gaël. Les deux autres poissons, tu connais les tailles? Ouais, c'est juste maillé. Bon, bah, c'est bon. Et pour David et Fred? Deux juste maillés et un qui fait 65 et des brouettes. Bon, ok, c'est bon, ça marche. Super, merci. Merci de l'info, on continue. Allez, à tout de suite, je te rappelle, merci. Ouais, ça marche, à tout à l'heure. Merci. C'est bon, ça. On a un poisson de 78 pris par Sylvain et Gaël, avec deux poissons juste maillés, identiques pour David et Fred. Ils n'ont pas chômé les deux équipes. Donc deux petits poissons et un poisson d'un peu plus de 65. Les deux pêcheurs remplaçants ne chôment pas durant l'épreuve. Ils tournent en voiture autour du lac pour observer les concurrents les plus sérieux et tiennent informé Fred Marr. Il y a une équipe là-bas. Voilà, non mais c'est pour ça justement, David et Fred vont certainement venir pêcher la zone là. Il y a un bateau qui est très loin, mais qui ne sera pas sur le spot qu'on avait vu ensemble, donc c'est bon. Ok. Il n'y a personne à l'esplanade? D'accord, ok. Bon, parfait, parfait. Par contre, j'ai pas souvenir de savoir qui pêche sur son bateau, malheureusement. Et là, avec un mec torse nu et l'autre de dos comme ça, je le reconnais pas. On voit bien qu'on est sur des nations qui ont bien préparé leur compétition. Hein. Ils viennent pas pour enfiler des perles, hein, si je peux m'exprimer comme ça. C'est des gars, donc effectivement, voilà. Le premier jour, enfin les 2 premiers jours d'entraînement, on aurait vraiment pu penser que ça allait être très très simple. Et ce matin, au départ des bateaux, on s'est aperçu que c'était plus la même. Les cannes avaient changé, les moulinets avaient changé, les diamètres de tresse, de fil, tout ce qui concerne la discrétion, fluorocarbone, tête de ligne, tout ça avait déjà changé. Donc c'est des choses qu'ils ont rapportées à leur pêche. En termes de stratégie, voilà, ça reste assez particulier. On a vu, hein, ils se déplacent sur des zones très précises aussi. Donc ils ont les points GPS, ils ont les zones. La taille des leurres aussi, on parlait de la taille des leurres ensemble tout à l'heure. La taille des leurres a elle aussi changé. Donc avec des équipes qui ont légèrement augmenté leur taille de leurre et leur grammage. Et on les a vus tout à l'heure au niveau du positionnement des bateaux. Ils pêchaient beaucoup de bateaux pendant les pré-fishing étaient très très près de la bordure. Et là, étrangement, on les a vus se reculer d'un cran et pêcher dans les zones de cassure qui correspondent plus ou moins à notre stratégie. Là,
On met une quinzaine de poissons au minimum au bateau. Par contre, tu vois, des poissons de petite taille, il y en a 4 seulement qui maillent. Donc on aurait pu faire une pêche nettement plus correcte par rapport à la pêche qu'on a produite, parce qu'on a quand même beaucoup de touches. Et par contre, ça ne sourit pas au niveau des tailles. Bon, après ça reste correct, surtout que a priori la deuxième équipe a fait au moins la même chose. Donc sur le général des deux équipes, on ne devrait pas être mal, j'espère. Je croise les doigts que les autres ont fait moins bien, quoi, tout simplement. Donc faut attendre la suite, faut attendre la suite. Alors il y a sûrement des équipes qui auront fait mieux, hein, mais voilà, quand on pêche comme ça en équipe de France, c'est vraiment la somme du résultat des deux équipes qui compte, si tu veux. Après l'individuel, ça passe vraiment après. Tu as eu des informations concernant les autres équipes? Oui, on a quelques infos. Donc on a l'équipe d'Ukraine qui finit avec 5 poissons. On a une partie de l'Afrique du Sud qui est capot. On a l'équipe d'Allemagne une des deux équipes qui a très bien réussi avec un poisson d'au-delà de 90, un poisson de 70-75 et un autre poisson assez sympa. On les voit derrière, nos amis français. Notre équipe est plutôt bien placée avec 4 poissons. La deuxième équipe aussi placée avec 4 poissons. Donc au prorata des deux équipes, on est logiquement dans le top 5. On croise les doigts. Voilà. Pour les autres équipes, je sais qu'il y a quand même eu beaucoup de capots. Donc tant pis pour eux et heureusement pour nous. Voilà. Les pêcheurs rentrent à l'hôtel, tandis que les commissaires et juges de ce championnat international font les totaux de la première journée. La pêche fut très difficile lors de cette journée et peu de brochets ont été capturés. La France pointe en tête, talonnée par l'Ukraine et la Roumanie. Les discussions sur la stratégie à adopter pour le lendemain vont bon train entre pêcheurs et entraîneurs des différentes nations. En termes de cannes et d'équipement pour pêcher le bourget, ici, on va avoir, on va dire, deux modèles qui se distinguent un petit peu. Hop. Donc ici, j'ai une 20-60 grammes de puissance en canne casting, qui va permettre de pêcher avec des shad, on va dire, de taille raisonnable, des leurres entre 12 et 15 cm. Plombé avec 14 ou 21 grammes maximum. Ça correspondra à quand les brochets tapent dans les perchettes et qu'on a besoin de faire une animation plutôt naturelle, pas trop ample. On a une canne qui n'est pas très longue, là j'ai une 6 pieds 9. Donc ça me permettra vraiment d'avoir une animation un peu fluide et de pêcher avec des petits leurres. A contrario, il y a des journées où il faudra pêcher très lourd, où le but du jeu sera d'avoir un leurre qui descend très vite pour déclencher une touche réaction de la part du poisson. Et on pêchera avec des leurres plus gros. Dans ce cas-là, on va prendre des cannes qui sont beaucoup plus puissantes, qui peuvent aller jusqu'à 120 grammes de puissance, et qui sont un peu plus longues quand on compare les deux, pour avoir un bras de levier supérieur au moment de l'animation, parce qu'on va avoir une animation davantage en dents de scie. Et donc la longueur de la canne va nous permettre d'animer plus ample, et surtout d'avoir plus d'amplitude au ferrage quand le poisson va reprendre le leurre à la descente. L'avantage, quand on va lancer des leurres souples qui vont faire 20 cm avec des têtes plombées de 40 grammes, c'est vrai qu'au casting on va forcer beaucoup moins, notamment pendant la récupération. On a les moulinets, grosso modo, c'est les petits treuils, pour faire très simple. Donc on va avoir un moulinet qui est plus puissant, on va moins forcer, et en plus il va y avoir moins de vibrations dans la tresse, comme le moulinet rembobine la tresse dans l'axe. Donc on n'aura pas ce phénomène de vibration qui va se propager dans la tresse et qui peut alerter les poissons. Et on a, à longueur égale, si on prend les mêmes blancs, d'accord, si on prend une même canne dans une spinning et une casting, le fait d'avoir le moulinet plus d'avoir la canne qu'on tient à l'envers, entre guillemets, on va avoir plus de puissance sur la même canne. Donc on pourra pêcher avec des cannes plus légères, avoir un confort de pêche plus intéressant sur plusieurs heures de pêche et moins forcé. Pour l'équipe, regarde si c'est en quel mode. Portrait, il y a mode portrait. C'est bon, c'est bon. On est parti pour attaquer la deuxième journée, la compète. Donc hier, on n'est pas mécontent de notre score, hein. On est dans la course. Donc là, il va falloir même faire la même qu'hier. Il va falloir pêcher les 6 heures à fond. Et essayer de faire la même chose, hein. Et à bloc. Voilà. Au niveau de la météo ? Météo, apparemment ce matin c'est calme, pas de vent.
Apparemment sous le coup de midi, il y aura peut-être des nuages et de la pluie, donc là la pêche va sûrement changer. Donc il va falloir être très efficace et trouver la pêche très vite. Voilà. Tu lui fais partir juste un petit décalage par rapport à hier, pour que nous on puisse bien voir arriver les deux vagues successives, parce qu'on les compte. Maintenant, quand le dernier de la flotte A tourne la bouée rouge là-bas, tu fais partir la flotte B. Voilà. D'accord. Hein, parce que là on va être bon au niveau horaire. Ouais, ben là j'ai fait évacuer le ponton déjà. Dans 2 minutes on part. Là, mais je fais pas évacuer le ponton. Je peux partir Okay. On va là où on a pris le pré-fishing. Shiner. Ça fait plaisir. Bien maillé. Deuxième jour de pêche. Donc aujourd'hui, les deux équipes ont fait un bon résultat avec 4 poissons maillés chacun. L'objectif prioritaire principal, c'était vraiment que les deux équipes se répartissent les poissons pour avoir un classement qui soit proche des deux bateaux. C'est la seule façon d'assurer la victoire sur le classement d'équipe. Donc aujourd'hui, l'objectif est toujours le même et ça fait 1h15 de pêche là. Et les deux équipes ont déjà un poisson. Donc ça nous assure déjà un classement. Donc une grosse part du travail est fait. Maintenant, il faut rentrer des poissons régulièrement. Il faut poursuivre dans cette voie. Maintenant, voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont attaqué sur des spots où ils étaient confiants. On les a vus hier, ils étaient bien, ils étaient en pleine forme. Aujourd'hui, il y avait un petit peu plus de tension quand même, mais ils font le boulot, donc on peut leur faire confiance à 200%. Voilà. Donc les spots qui ont été pêchés hier, effectivement, ont fourni leur lot de poissons, mais pas régulièrement. Il y a des heures où vraiment les touches se déclenchent, donc il faut vraiment avoir les nerfs pour continuer à pêcher de façon concentrée jusqu'à l'heure où ça va déclencher. Ça va se déclencher. Et hier, il a fallu 1 heure, 1 heure et demie, vraiment presque 2 heures de pêche avant que les poissons commencent à rentrer. Et les deux équipes étaient vraiment prêtes, opérationnelles au moment fatidique. Et on a eu peur un peu de l'Irlande qui nous ont fait des poissons au pré-fishing avec une technique hallucinante. Pour la pêche ici, personne n'est habitué à pêcher au jerk en automne dans 2 mètres d'eau et ils nous font des quotas, ils nous prennent 2 brochets sur le même leurre. Là, je pense qu'on peut le dire, ça se met un peu le doute. Donc on a rectifié tout de suite le tir le lendemain en fournissant canne jerk, gros swim bait. On a fait donc une journée d'entraînement sur des phases horaires précises à pêcher avec cette technique sur des spots assez similaires que eux ont pêché, des infos qu'on a eues. Et finalement on n'a pas eu de résultats probants. Donc on s'est recentré finalement et on est revenu vers ce qu'on sait faire le mieux, notre pêche et une bonne localisation des poissons sur les spots. Il y a 4 bateaux dans la baie de voisine, c'est toujours les Allemands, avec le gros bateau blanc Ilex, le bateau de Robert
qui est à Raleigh-Roseau. Oui, on a toujours les Irlandais qui sont dans la fameuse zone. Il faut savoir qu'ils ont un poisson d'1,17 m. Voilà. Ben ouais, il faut y aller vite avant qu'ils partent et qu'ils soient hors zone. Yes, Team Island. On le voit derrière nous, on a une grosse masse blanche là, qui se lève là, avec un rideau de pluie qui est en train de passer sur la montagne, donc qui n'est pas spécialement gênant. Par contre, on l'a entendu tout à l'heure, on l'a vu là, il y a un gros orage qui s'est levé sur la partie nord, qui s'est déplacé très très vite. C'est bien pour la pêche, mais ça reste dangereux. Ici, quand ça se lève, faut vraiment faire attention. Les conditions peuvent changer du tout au tout. On est sur un grand lac qui paraît très calme, mais ça peut être la guerre en très peu de temps. Ça peut devenir dangereux. Voilà. Par contre, pour la pêche, ça excite les poissons. Donc, on attend. Là, on appelle les bateaux pour qu'ils rentrent. Oui. Mais on n'arrive pas à les joindre et que ça passe pas de Le commissaire, dans un bateau russe, a fait tomber son téléphone à l'eau et j'ai connexion seulement par les radios. Okay. Je vais leur dire. Tu leur dis qu'ils rentrent? Oui. Voilà. 15h07. Hein. Tout ce qui a été fait après, c'est annulé. Ouais, ok. La manche est arrêtée, les totaux sur les 2 jours sont faits, la France finit à la seconde place, la déception se lit sur les visages. Il ne faut rien regretter, ça s'est bien passé, vous avez bien pêché, et une médaille d'argent, c'est génial, tu t'en comptes? Hein? On la prend quand même. Bah tu m'étonnes, tu la prends. Tu sais qu'il refuse une médaille d'argent. Content, président? Content? Bah évidemment je suis content, mais en plus ça me fait vraiment chier quoi, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, il nous manque rien, il nous manque un poisson. Il y a beaucoup d'équipes à qui il manque un poisson. Il nous en manque un, qu'est-ce que tu veux? Ce qui fait râler, c'est un peu l'ambiance, un peu, comment dirais-je, où ils nous ont harcelés. On les a pas non plus trop économisés non plus, les autres, mais après... Ça se passe. Pas commencé. Mais ça se passe après. Nous, on a eu un travail en coulisses. Vous avez vu le travail sur le terrain. Au bout du compte, on arrive quand même à un résultat. On ne prend même pas de carton jaune. C'est vrai qu'il n'était pas justifié. Mais à midi, on parlait même de disqualification. Ah ouais. Oui, mais bon, ils étaient 7 nations à lever la main pour dire France disqualifiée. Donc on les a fait tomber les unes après les autres en coulisses. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ils n'y sont pas arrivés. Vous êtes toujours là et vous avez pris la médaille d'argent. Et moi, je trouve que c'est super. C'est bien. Bravo. On peut s'auto-applaudir. Parce que les autres le font à contre-cœur, mais nous, c'est de bon cœur. Alors hier, on était premier avec l'Ukraine qui était seconde, quoi. Donc on était dans la course, hein, vraiment à fond. Et aujourd'hui, il nous passe devant. De pas grand chose, mais voilà, c'est de 14 cm. Hein. C'est pas grand chose, mais ça suffit pour nous coiffer au poteau, quoi. Donc on est super heureux, hein. C'est quand même une 2e place au championnat du monde, c'est quand même pas rien, quoi. Mais voilà, toute l'équipe, tout le groupe France, on avait vraiment envie de monter sur la plus haute marche du podium. Alors la pêche était encore plus compliquée qu'hier, moins de touches. Fallait vraiment s'accrocher tout le long. On avait chacun notre stratégie, les 2 équipes. Et d'entrée de jeu, ça a vraiment gazé. Premier poste, nous on rentre un poisson maillé. Et Sylvain et Gaël aussi, sur le premier poste, ils rentrent un poisson maillé. Et après, on a lutté jusqu'au bout, quoi, à fond. Et on gratte un poisson par-ci, par-là. Beaucoup de poissons non maillés. Et aussi Sylvain qui coupe sur un gros poisson. Et ça, pareil, ça nous coûte la gagne. Ouais, voilà, après c'est pour tout le monde pareil, hein, je veux dire. Voilà. Après, on rentre beaucoup de poissons, mais il faut que ça fasse plus de 50. Voilà. Et à la fin, c'est 14 cm qui nous manque pour la première place. Voilà. Bon, là, on s'est vraiment donné tout le groupe à bloc, hein, sur les 4 jours. Voilà, c'est une super expérience. Hein. Puis une 2e place, voilà, c'est génial.
Bon bah écoute, une deuxième place, donc ça fait plaisir, mais avec une petite amertume quand même, puisque c'est vrai qu'ici à la maison on visait l'or, et bon, on échoue à pas grand chose. Mais bon, après il faut être conscient que cette deuxième place c'est déjà super. Hein. Voilà, on a eu un super esprit là, pendant ces 4 jours, une équipe très soudée, on a bien travaillé, on avait bien préparé ça. Voilà, on est un peu déçus, mais bon, c'est bon, c'est bien. Bah, des nations fortes et puis des nations expérimentées. On s'est aperçu que là, ils avaient aussi très bien préparé ce championnat. Là, nous, on pensait avoir plein de points super secrets. Et là, on a été assez surpris de voir que tout le monde avait vraiment bien repéré parce qu'ils connaissaient vraiment très en détail le lac. Et puis aussi des équipes expérimentées, hein, donc, qui savent s'adapter un petit peu partout et puis qui ont déjà une grosse expérience des championnats du monde. Hein. Nous, c'était notre première participation pour nous, hein, la deuxième de l'équipe de France. Et il nous manque encore voilà, un peu d'expérience, je pense. Bon, pour la petite histoire, il y a la nation italienne qui porte une réclamation contre moi en disant que je pêche en vertical, ce qui n'est pas autorisé lors des championnats du monde. Et en fait, à aucun moment je pêche en vertical. Alors, je pense que c'est plus pour que voilà, ils nous mettent sous pression, pour que voilà, le coach m'envoie un message et que ça nous mine, parce que s'il y a réclamation, il y a possibilité de disqualification. Donc à un moment donné, voilà, si nous on apprend ça, c'est sûr que ça va peut-être nous déstabiliser dans notre pêche. Voilà, bon bah là ils n'ont pas réussi aujourd'hui, quoi, mais bon, c'est le jeu, quoi. C'est à ce niveau-là, il y a plein de leviers que les équipes étrangères utilisent, et voilà, on est en plein apprentissage de tout ça. Nous, on arrive un petit peu, je dirais, novice et naïf, et en fait, voilà, il y a des roublardises qui existent et on va finir par les connaître. Là, au bout des 4 jours, donc 2 jours d'entraînement, 2 jours de compétition, en fait, on est fatigué, mais plus moralement que physiquement. C'est beaucoup de pression, surtout à la maison, il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant. Voilà. Après, on pense avoir fait le boulot, on a été vraiment à 100%. Voilà, il nous a manqué peut-être un petit peu de réussite, je ne sais pas. Des poissons, on en a pris plein. Voilà, on n'a pas de chance sur les tailles. On aurait pu en rentrer un de plus. Voilà, c'est là que ça se joue, ça se joue sur des détails. La troisième nation de ces championnats du monde, avec 38 pénalités, c'est la Russie. Et le deuxième, c'est la France. Dans les médailles, c'est Jacques Goupi de la Fédération internationale. Et les champions du monde de pêche au l'air artificiel en bateau de 2014, c'est avec 23 pénalités l'Ukraine.